35 minutes. Non, mais 25 minutes, 35 minutes, pas de problème. Non, mais il y aura 35 minutes, pas de problème. Voilà, donc nous allons reprendre la suite de ce colloque avec Inès de Franlieu. Inès, bonjour, bienvenue. Bonjour Guillaume. Inès, vous êtes mère de famille nombreuse. Vous avez 9 enfants, vous êtes épouse avant tout et femme encore avant tout. Vous êtes spécialisée dans l'éducation affective et sexuelle, en particulier pour les enfants et les adolescents. Vous avez créé Comme je t'aime et vous intervenez beaucoup dans le milieu scolaire afin de faire découvrir aux jeunes la beauté de l'amour. Vous donnez de nombreuses conférences, notamment et également aux parents pour les encourager dans leur mission d'éducateur. Vous animez également de nombreux ateliers éduquer librement à la liberté pour donner les clés d'une éducation sereine qui fait grandir et qui rend heureux. Vous êtes auteur dit en vrai C'est quoi l'amour et également Amour et sexualité, comment en parler aux enfants et aux adolescents. Inès, merci beaucoup. Merci. Alors en fait, moi je voudrais commencer par remercier cette équipe incroyable qui a organisé cette journée. Ben oui. Pour avoir eu non seulement l'idée de ce colloque, mais d'avoir eu le courage d'en assumer le thème. Et moi ça m'a vraiment réjouie parce que femmes, foyer, je trouve qu'on en entend rarement parler. Et ça a été pas facile d'assumer certains de mes propres choix, évidemment. Alors, je vais bien sûr répéter pas mal de choses qui ont été dites. Ça, c'est forcément quand on passe dans les derniers ou dans les dernières. Mais je voudrais, en quelques mots, vous donner en fait l'ADN de ce qui m'a poussée, il y a maintenant quand même plus de 10 ans, à aller parler de vie affective et sexuelle dans les écoles. Et puis, plus récemment, à animer tous ces ateliers d'aide à la parentalité. Même si on a compris que c'était normal d'être imparfaite, c'est super de se le dire, c'est vrai. Et puis on peut peut-être trouver quelques petits outils qui peuvent nous aider à être juste moins fatigués. Alors si je devais choisir un mot pour résumer ma motivation à faire ce que je fais aujourd'hui, ce serait en fait le mot de bonheur. En effet, étonnamment, j'ai trouvé du bonheur à vivre à fond ma vie de femme, d'épouse et de mère. J'ai trouvé du bonheur à éveiller et donc à assister au premier sourire de mes bébés, à observer, à encourager leurs premiers pas. Et je n'avais pas envie que ce soit d'autres qui les gagnent. À les féliciter même d'un popo dans le pot. Puis plus grand, à les introduire dans le monde merveilleux de la lecture, qui m'a obligée à beaucoup relire et à beaucoup découvrir combien aujourd'hui de belles littératures apparaissent pour les jeunes. J'ai trouvé du bonheur à animer cette fratrie, tel un chef d'orchestre qui fait jouer chacun selon ses talents et pour la joie de tous. J'ai trouvé du bonheur à les voir déposer leur journée d'école en déposant leur cartable. Et donc, à écouter leur joie après une bonne note, mais aussi leur peine, face à l'incompréhension d'un professeur ou d'un camarade de classe. J'ai trouvé du bonheur à les accompagner dans leurs interrogations face à leurs orientations scolaires, mais aussi face à toutes les questions de vie. Et aujourd'hui, j'ai du bonheur à les voir hommes et femmes à leur tour, ayant pour certains d'entre eux déjà pleinement et librement choisi leur vie. Et c'est de ce bonheur-là, celui d'aimer, d'être aimé aussi par un homme au point d'avoir eu le désir fou et en fait interdit d'avoir une famille nombreuse, voire méga nombreuse.
dont je veux témoigner. Car vous le savez, ce désir de bonheur fait partie du cœur humain. Et il suffit de l'éveiller, de le réveiller, pour que l'épaisse couche de relativisme, de conformisme et bien souvent d'idéologie, en fait, puisse se craqueler. Mais je crois qu'il y a bien souvent, en fait, une confusion qui s'installe dans les esprits quand on parle du bonheur. Tout le monde pense que si on parle de bonheur, on parle d'un état stable, immuable, parfait, qui donc ne saurait souffrir ni la difficulté, ni les hésitations, ni les soubresauts. Il y a là, je crois, vraiment une erreur à corriger. Car le bonheur se construit aussi, et heureusement, à travers les difficultés surmontées, les hésitations dépassées, les choix renouvelés. Et donc le bonheur, me semble-t-il, tient plus de la liberté avec laquelle on consent à sa vie, parfois malgré nous, comme nous disait Hadjadj, on devient mère alors qu'on n'y avait pas pensé, on redevient mère plus vite qu'on ne l'avait espéré. Et donc, cette liberté à laquelle on consent en consentant à la vie, nous rend heureux plus que l'absence de difficultés. Alors il est certain que de décider de se saisir pleinement de son rôle de mère ne va pas sans difficulté, sans ressentir une vraie forme de solitude et parfois sans expérimenter de réelles déceptions. Moi, je ne crois pas qu'on puisse être une maman accomplie sans avoir pas mal pleuré. Mais il est aussi grisant de réaliser à quel point il est possible de faire de notre statut de mère un véritable métier. Et j'ai aimé qu'on le redise beaucoup aujourd'hui. Même si quand même j'ai trouvé qu'on avait beaucoup présenté les intervenants avec leur diplôme. Ça m'a étonnée alors qu'on était dans un colloque de femmes et de mères et qu'on réfléchissait franchement. Voilà. Moi, je ne veux même pas dire les études que j'ai faites parce que je n'ai pas l'impression qu'elles m'aient donné tellement de compétences pour ce que j'ai eu à vivre. Et j'espère en revanche avoir développé de nouvelles compétences. Et donc, un véritable métier qui nécessite de développer, comme je le disais à l'instant, des compétences afin de faire grandir au mieux ce qui n'est encore qu'en puissance dans le nouveau-né et dans l'enfant. Et ce métier a quelque chose d'unique par rapport à tous les autres, c'est que je l'ai toujours vu comme un métier d'éternité. Et ça, c'est unique. En cela, il est injuste de parler en termes de travail ou de non-travail. On l'a beaucoup dit et je suis heureuse qu'on puisse insister dessus. Être à la maison ne veut pas dire ne rien faire, bien au contraire. Et à l'instar du métier d'agriculteur, être à la maison veut dire cultiver au mieux ce qui est en germe afin qu'il puisse donner du fruit. Comme pour tout métier, je peux réfléchir à ce que je veux en faire et à la façon de m'y prendre. Il s'agit peut-être alors de se poser la question « Quelle mère je veux être et comment puis-je le devenir ?» Pour cela, il sera sans doute important de faire un peu un point sur le bon que j'ai reçu au travers de l'éducation donnée par mes parents. Je ne crois pas qu'il y ait eu une génération épouvantable et une génération géniale. Je crois qu'on a tous fait un peu au mieux et qu'on peut tirer ce qu'il y a eu de bon. Quand on croit que tout ce qu'on a reçu était mauvais, il y a des fortes chances pour qu'on recopie, en fait. Donc réfléchir au bon que j'ai reçu et puis aussi au moins bon que je voudrais ne pas recopier
Et je crois que c'est possible. Je peux faire un bilan de ce que je suis aujourd'hui et voir ce que je voudrais développer en moi pour devenir, afin d'aimer, c'est-à-dire de rendre heureux celui que j'ai choisi d'aimer et ce qui arrive et que je vais avoir à aimer. On entend bien souvent l'expression « profiter de ses enfants quand on décide d'être à la maison ». Cette expression me semble elle aussi en fait un peu trompeuse et même un peu dangereuse. Car sans doute, si nos enfants sont majoritairement très sages et très mignons, il s'avère que dans la vraie vie, ils sont plutôt bruyants, peu obéissants et enclins à faire des bêtises. Ce n'est donc pas une sinécure que de décider de ne travailler qu'à la maison. Si je fais ce choix, c'est donc plutôt pour éduquer, c'est-à-dire, en fait, faire grandir et non pas laisser pousser. Car faire grandir donne bien l'idée de soin, d'attention. Laisser pousser, ça fait plutôt un peu jachère. Alors faire pousser demande d'accepter de voir qu'il faut du temps pour grandir. Et donc laisser à l'enfant le temps de s'enraciner, tel un chêne qui grandit lentement, mais du coup solidement. Cela demande aussi un peu de discerner que du coup tout n'est pas bon à tout âge, qu'il est nécessaire de permettre à nos enfants de vivre une vraie enfance, sans les penser trop vite adultes, ni les prendre pour des copains, car en fait, ils ont souvent besoin d'être guidés sur un chemin de vie, grâce à nos actes en cohérence avec notre parole. Et donc, il faut réfléchir. Ces berges vont permettre à cette source qu'est l'enfant, qui a jailli de l'amour de ses parents, d'advenir à son tour pour se lancer dans la vie. Sans ces berges que sont ses parents, cette source ne serait que marécage. En tant que femmes, osons, on l'a beaucoup dit, revisiter nos choix de vie pour observer avec quelle liberté nous les avons posés. Est-ce vraiment mon choix et celui de mon couple? Oui, je crois qu'il faut vraiment pouvoir, et c'est beau quand on peut en discuter en couple. Ou est-ce que je suis très influencée par le regard que la société pose sur la femme d'aujourd'hui? Mes besoins financiers, que c'était beau d'entendre dire qu'on peut faire plus avec moins. Mes besoins financiers sont-ils réels ou aussi, en fait, imposés par cette société de consommation qui nous envahit tous, peu ou prou? Si je décide d'être mère au foyer, il me faudra assumer le regard des autres sur une femme qui, ne faisant rien, n'a sans doute évidemment pas fait d'études. Ce regard si réducteur sur la personne pousse beaucoup de femmes à s'exclamer « Je n'ai pas fait des études pour rien ». Comme si le fait de ne pas exercer un métier correspondant exactement aux études accomplies rendrait celle-ci caduque et parfaitement inutile. Que dire alors du jeune homme sortant de Polytechnique et rentrant au monastère? Du jeune médecin qui décide d'aller soigner plutôt les âmes et rentre au séminaire? De la jeune fille diplômée d'HEC qui part pour être auprès des plus fragiles et laisse tomber le développement de la ligne L'Oréal? Mais non, nos études nous façonnent, bien sûr, nous enrichissent,
nous ouvrent l'esprit et ont valeur. Elles ont une valeur en elles-mêmes. Mais alors qu'elles ne deviennent pas un carcan sclérosant, nous empêchant de vivre notre vie. Et celle qu'on rechoisit. La reconnaissance dont on a parlé et l'admiration dont on a aussi parlé, si elles ne viennent pas de la société, ça je crois que c'est clair, elles ne viennent vraiment pas de la société, devra alors venir du regard du conjoint, car ce sera un véritable carburant indispensable pour tenir dans la durée. D'autre part, bien prenons, on l'a dit aussi, prenons conscience de notre spécificité de femme, celle d'avoir un corps marqué par un cycle, qui sans doute nous enseigne sur la façon dont il est possible de mener nos vies, non pas de façon linéaire, mais bien au contraire, en osant se poser des questions régulièrement. Je ne suis pas une instable parce que je me repose des questions. Qui suis-je aujourd'hui? Que suis-je devenue? J'étais étudiante, je suis devenue épouse. Que puis-je changer? Que me faut-il changer dans ma vie pour être à mon mari? Et puis, d'épouse, je suis devenue mère. Quelle est ma nouvelle responsabilité face à cette maternité? Mes enfants sont tous à l'école. Changement dans ma vie. Ils ont quitté le foyer. Que vais-je faire de cette nouvelle liberté? Quelle richesse de pouvoir envisager tant de changements et donc tant d'expériences riches, différentes à vivre. Tout cela dans une même vie. Ah non, pour rien au monde, je n'échangerai ma vie de femme pour celle d'un homme. Et pourtant, si la société nous dit que la femme au foyer est celle qui ne travaille pas, elle nous révèle sans doute une part de vérité, tout de même, sur ce que nous sommes en tant que mères à plein temps. Et c'est ce que je retiendrai sans doute de plus frappant de ma vie de mère. En effet, le rôle de la mère au foyer, bien au-delà des tâches matérielles à accomplir, est d'être. Être à son mari, ça la fout mal de dire ça. Hein. Être à ses enfants dans ce regard plein d'attention, doté d'antennes faites pour capter et ressentir ce qui se passe au fond des cœurs de chacun. Elle est donc peut-être avant tout une présence. Et cette présence est sécurisante pour l'enfant, qui alors se sent aimé et en confiance. En fait, l'amour ne se décrète pas, ni ne se raisonne. Il ne s'explique pas, mais je crois plus qu'il s'expérimente. Il se ressent et se vit. C'est pourquoi nous serons toujours étonnés de constater comme il est difficile de convaincre un jeune de l'amour de ses parents. Il lui faut l'avoir expérimenté. Si les moments de qualité dont on nous parle tant pour que l'enfant se sente aimé ne sont pas à exclure, évidemment, ils sont cependant, me semble-t-il, bien insuffisants et souvent bien maladroits face à la présence qui n'attend rien, mais est prête à tout entendre, tout déceler, tout faire émerger, tout accompagner. Car la parole, elle non plus, ne se décrète pas, elle jaillit et a besoin d'être saisie, au vol, bien souvent, autour d'une tartine de pain partagée en rentrant de l'école, autour d'une soupe qui est toujours pas à l'heure.
à la sortie du bain, au retour d'une activité, alors qu'on était sur le point d'aller se coucher. Et donc, bien souvent, au moment où on s'y attend le moins. Quelle solitude profonde pour ces enfants que nous voyons, je crois, de plus en plus nombreux, à 17 heures, au Franprix du coin, en train de dévaliser Pringles et autres sodas qu'ils partageront avec leurs copains de 11-13 ans, décidés, bien entendu, à ne plus suivre leur nounou dont ils n'ont rien à foutre, et en fait, pas si enclins à se servir de leurs clés qu'ils abordent plutôt, pourtant fièrement autour du cou. Qui va recueillir leur joie des succès obtenus et les transformer en vraie dose de confiance en soi? Qui va écouter leurs craintes, leurs angoisses, leurs interrogations? Ces angoisses, ces interrogations, aujourd'hui, me semble-t-il, sont exacerbées par un monde hyper sexualisé. Et là, j'arrive à mon sujet, vous le savez. Laissés seuls face à une information mensongère et violente, un mal-être d'ordre existentiel les saisit de plus en plus tôt. Alors, il faut se rassurer, nos enfants se sont toujours posé des questions par rapport à la vie. Comment je suis venue au monde? Maman, comment t'as pu avoir un bébé? Qui n'a pas expérimenté que cette question, là encore, arrivait de la façon la plus incongrue, au moment le moins opportun, et pourtant, il faudra y répondre, et vite. Mais quelle chance, en fait, de l'avoir eue, cette question, car elle nous permet d'aborder tant de questions de vie et de rassurer notre enfant. C'est sans doute pour moi et mon mari les souvenirs de conversations les plus belles, les plus marquantes avec nos enfants. Ces questions de vie, d'amour, de sexualité ne peuvent être traitées en quelques instants. Elles demandent le temps de la délicatesse. Aujourd'hui, le mot rassurer est vraiment celui qui convient par rapport à ces questions. Il ne s'agit plus malheureusement uniquement d'informer. Tant d'images de publicité, tant, il faut le dire, de vidéos porno qui viennent violer l'esprit et le cœur de nos enfants, et je ne parle pas de nos jeunes, de nos enfants. Et donc ne pas leur parler est aujourd'hui laisser un enfant en grand danger. Il y a donc une vraie urgence, plus que jamais, à parler à nos enfants de ces sujets. Notre parole a plus de poids que celle de l'instit ou de l'association qui vient venir nous les instruire, si nous parlons en premier. Elle est comme un vernis protecteur qui rassure l'enfant sur la beauté du corps sexué, fait pour aimer et donner la vie. Elle introduit un dialogue qui se poursuivra tellement plus facilement ensuite dans l'adolescence. Elle permettra que notre enfant sache se positionner face à une agression, qu'elle soit verbale, oculaire ou malheureusement parfois aussi physique. Si l'enfant a perçu une part du mystère de l'amour qui s'exprime par ce corps sexué et peut ainsi donner la vie, il ne sera plus tel un fétu de paille, ballotté au vent violent des paroles des copains qui se moquent et ajoutent de la violence à la violence, ne sachant eux-mêmes pas comment faire face à ce qu'ils entendent et voient. Il est indispensable de revenir souvent sur le sujet avec nos ados, non pas comme si on voulait les fliquer, inquiets du monde dans lequel ils vivent, car c'est leur monde,
Et si on le trouvait trop dangereux, il ne fallait pas les mettre au monde. Mais pour qu'ils sentent qu'il s'agit en fait de l'enjeu de leur vie. Tant de jeunes ont le sentiment qu'ils ne sont regardés qu'à travers le prisme du bulletin scolaire. Ils ont tellement l'impression d'être aimés par leurs parents ou mal aimés en fonction de l'image que renvoient leurs notes. Alors sans doute recherchent-ils, et c'est normal, comme une béquille affective, celle ou celui qui saura les consoler de la mauvaise note, qui les accompagnera dans leur shopping, dans leur délire, peut-être quelque part un peu, qui remplira le vide de la maison. Soyons par nos paroles de vrais guides de haute montagne. L'ascension que représente la construction d'un amour vrai et libre est escarpée et semée d'embûches. Ils ont besoin de nous sentir à leur côté par nos encouragements à vivre de vraies et belles amitiés, celles qui permettent de connaître l'autre en vérité. À nous sans doute de les éveiller à la perte de liberté qu'ils subissent au travers de ces vies de petits couples où les gestes du corps les enivrent et les aveuglent. Comment se dégager du regard des autres quand tout est dit, tout est su par tous? Aidons-les aussi à lutter contre ce tsunami de la pornographie galopante et destructrice. N'hésitons pas à poser la question à notre jeune avec délicatesse, mais en fait sans trop de points d'interrogation, qui ferait répondre un peu trop vite à notre jeune « mais non, bien sûr que non », et qui empêcherait alors de l'aider pour s'en sortir. Le premier pas pour en sortir est de pouvoir dire oui à quelqu'un. Si on se dit que nos enfants seront touchés par ce fléau, alors on pourra les aider avec beaucoup de compassion et un regard qui n'enferme pas le jeune dans cette difficulté, car il vaut beaucoup plus et beaucoup mieux que sa difficulté, dont je me saisis pourtant, en tant que parent, avec énergie, tant le sujet est grave. Accompagnons nos enfants, rassurons-les quand ils se sentent seuls, à porter ces valeurs d'attente qui préparent les vrais engagements, ceux qui dureront et auxquels ils seront fidèles. Que la maison soit le lieu où l'on puisse se dire en vérité, où l'on se sente écouté et accompagné. Qu'ils puissent tout à la fois y déposer la lourdeur de ce qu'ils vivent et y puiser la force de poursuivre le chemin, raffermi par la chaleur et la gaieté de la maison. Et j'ai quand même envie de terminer en vous disant à nos Thermomix, car le moral est au fond des marmites, et que l'accueil de nos petits comme de nos grands passe par de belles tablées savoureuses. Merci beaucoup Inès. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclairage de votre expérience de maman, de femme, d'épouse, d'accompagnatrice aussi et de conférencière. Nous allons accueillir notre dernière intervenante, Laetitia Pouliquin. Vous m'entendez pas? Ah si, vous m'entendez. Ah, je peux pas dire de bêtises. Voilà Laetitia, je vous en prie. Bienvenue. Oui, je veux bien que... Laetitia, donc vous êtes mère de famille, vous êtes femme avant tout, épouse.
Vous êtes une femme d'affaires, vous avez travaillé aux États-Unis en suivant votre mari. Vous avez travaillé vous étiez assistante de recherche à la Harvard Business School. Vous avez opéré une reconversion à 40 ans après un master de bioéthique à l'IPLH, l'Institut politique Léon Harmel. Vous avez fait un mémoire sur l'identité féminine et vous avez lancé le site Woman Attitude. Puis vous avez monté Europe for Family, qui est présent au sein des institutions européennes pour promouvoir la famille, père, mère, enfant, et défendre les droits de l'enfant. Et aujourd'hui, vous dirigez un think tank, NBIC, vous allez nous en parler. Et votre intérêt pour l'anthropologie, la bioéthique et la technologie vous amène naturellement à vous pencher sur les effets du transhumanisme sur notre société et en particulier sur les femmes. La femme aura-t-elle encore le droit d'être mère en 2030 ? La parole est à vous, Laetitia. Merci beaucoup. Merci infiniment, Guillaume. Alors, alors, il me manque la zapette. C'est toi qui l'as. Voilà. Comme Inès, je voudrais tout d'abord remercier beaucoup les organisatrices. Je crois que c'est un immense succès de savoir que nous sommes 580 dans cette salle. Et que 580, oui, et que beaucoup d'entre vous ont pris du temps, un week-end, depuis ce matin 8h30, la file allait jusqu'au métro, pour venir passer du temps pour vous. Et mon remerciement va particulièrement aussi, d'abord aux gazouillis, j'adore les gazouillis d'enfants, et d'autre part aux célibataires d'entre vous, celles qui ne sont pas encore ou ne seront pas mères, célibataires ou mariés, pardonnez-moi. Cette présentation a trait à la maternité plutôt dans sa forme physique, mais vous verrez que mes derniers slides incluent bien entendu la maternité spirituelle, la fécondité que nous avons toutes dans nos vies. Voilà, petit caveat introductif. Alors, on va faire un petit quiz, parce que c'est la dernière presse, j'ai pas du tout envie que vous vous ennuyiez avec moi. Est-ce que vous reconnaissez ? Alors, est-ce que vous avez un couple sympa, heureux, jeune, dynamique? Est-ce que vous êtes depuis des années et des années ensemble? Vous êtes des grands-parents heureux, épanouis, ou pas grands-parents d'ailleurs, mais ensemble. Est-ce que vous reconnaissez là dans la mère juive le petit oisillon avec ses enfants sous le coude? Est-ce que vous reconnaissez dans la couverture de famille chrétienne, ce dont on parlait avec Fabrice Adjadj tout à l'heure? Est-ce que vous vous reconnaissez dans la maman qui se lève la nuit parce que le petit a une otite et qu'on n'a plus de nifluril sous la main? Voilà. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la gentille fille qui va s'occuper de sa maman, par exemple, ou de sa tante qu'elle aime beaucoup, qui lui a tant apporté? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette institutrice qui va mettre toute son énergie, ou cette assistante d'éducation qui va mettre toute son énergie pour faire en sorte que des enfants dits vulnérables, avec leurs différences, c'est nous qui sommes les plus différents d'ailleurs, dans une logique d'intégration et d'amour gratuit, justement. La maman qui fait des bulles avec son petit bébé, ça parle de soi-même. Alors là, est-ce que vous êtes plutôt la pub d'Omidom, vous êtes super contente de faire le ménage avec vos gants Mappa, ou est-ce que vous êtes épuisée de porter les courses, vous n'en pouvez plus, si seulement ils pouvaient boire un peu moins de lait? Voilà. Voilà. Est-ce que j'arrive au bureau et j'ai amassé, on dirait Gaston Lagaffe, tellement de paperasserie en retard que je n'en peux plus? Est-ce que je suis en voyage d'affaires et là je me dis c'est tellement cool, je n'ai personne pour m'enquiquiner, je suis dans ma chambre d'hôtel et si tous les jours pouvaient être comme ça, et en plus je suis reconnue dans ce que je fais, ou est-ce que vous êtes tout simplement en train de criser, voire de faire des études? D'ailleurs, j'ai trouvé que cette image était intéressante parce que beaucoup d'entre nous ont entrepris et ont compris que le chemin de la formation était des étapes intéressantes, en particulier quand on essaye de ménager une vie à l'intérieur du foyer, une employabilité et une vie future. Alors celle-là, elle me plaît beaucoup. Je travaille, comme vous l'avez compris, auprès de la Commission européenne et du Parlement européen. Et les sujets de discrimination sont les sujets qui reviennent sur le tapis à tire-larigot. Vous avez trois, pardon. Le droit à l'avortement, la violence à l'égard des femmes et la discrimination. Alors là, cette image, vous voyez l'image d'un homme. Désolé, vous n'avez pas le profil de l'emploi. Ben oui, c'était un setup. De toute façon, c'est pas comme ça. Alors ça, moi, je questionne. Dans les témoignages, dans des conférences que je donne, des femmes me disent « Mais nous sommes obligés de travailler, vous savez pourquoi? Car nos maris sont discriminés. Ce sont eux
qui seront désélectionnées au profit d'une femme à profil équivalent, dans une logique d'affirmative action. Donc là, méfiance. Hein. Donne-moi ta place et prends la mienne. Et puis Sophie Marceau, dans ce film qui est hilarant au passage, invente des trucs absolument géniaux, développe la boîte, des notions de service. Enfin, c'est vraiment une grande réussite. Et il n'y a pas forcément de conclusion à en tirer. C'était juste un clin d'œil. Enfin, voilà, est-ce qu'on se fait le dos ? On se met dos à dos ? Est-ce qu'on vit côte à côte ? Ou bien est-ce qu'on essaye d'être dans cette interdépendance dont nous avons parlé tout à l'heure ? Voilà, on a fini, on part se relaxer, là vous allez voir, on va dans le dur. Donc je vous prie de m'excuser, ça va être nettement moins relax que quand vous nous parlez, Hélène, de la fabuleuse, de cette femme qui se retrouve, ou quand Inès nous parle du cœur de la mer, du goûter du cartable, du goûter dans le cartable. Voilà, on va essayer malheureusement de faire un panorama qui ne sera pas toujours négatif, mais qui est quand même une réalité, une image. Alors nous sommes du moyen d'âge ici probablement élevé, entre guillemets, c'est-à-dire que ce que je vous décris aura plutôt des conséquences sur les générations des 25 ans et moins, c'est-à-dire que c'est en œuvre maintenant, bien entendu, et qu'il s'agit de les informer et d'influencer la culture dès maintenant, bien entendu. Alors, 14 millions de femmes dites actives contre 15 millions, le chiffre est à peu près à équivalence et la proportion est à peu près stable. Professeur, vous acquiescez ou pas ? Voici, bon, parfait. Active, ça veut dire quoi ? Ça veut dire travail non rémunéré, non comptabilisé. On est bien d'accord. Hein ? Ça veut dire probablement une bonne partie de cette salle est passée à la trappe. Nous sommes des inactives. 1,7 enfants par femme nés chez des femmes à partir de 1974 en France, enfin en 1974, pardon. Donc le chiffre est en baisse, c'est indéniable. Un chiffre très intéressant qu'il faut que vous reteniez. On commence à observer le même phénomène en France, mais j'ai retenu le chiffre allemand. Parce qu'on l'explique souvent, parce qu'il n'y a pas suffisamment de modes de garde en Allemagne. Je prétends que c'est faux. 21% des femmes allemandes sont « no kids by choice ». 30% sont des childless, ça veut dire que de 21 à 30, vous ajoutez 8% de femmes qui n'ont pas eu d'enfants, pour des raisons que l'on ignore. Soit d'infertilité ou autre chose. Voilà. Elles n'ont pas été déclarées. C'est un chiffre que j'ai énormément de mal à trouver pour information. Les No Kids by Choice commencent à être répertoriés par Eurostat, donc de la Commission européenne, depuis 2014, je crois. 28,5 ans, alors, mettons 28 ans, c'est l'âge moyen du premier enfant, mais évidemment pour les femmes les plus diplômées, vous rajoutez 1 an et demi de plus. 85% des foyers monoparentaux sont des femmes seules avec enfants mineurs. Donc vous voyez la précarité, vous voyez la vulnérabilité, vous voyez la réflexion que l'on entend communément et qui est très certainement et très vraisemblablement exacte. Je n'ai pas le choix. Ensuite, 45% des couples divorcent, nous le savons, ça veut dire 1,6 million d'enfants, et tu en as parlé tout à l'heure Inès, ce sont les enfants qu'on retrouve chez Franprix en train d'acheter des Pringles, parce qu'il y a un Kiri dans le frigidaire, voire 50 € sur la table, tu te démerdes. Donc dans des foyers recomposés, et 75% des divorces se font à la demande des femmes. Donc ces chiffres-là montrent bien qu'il y a un problème. Alors, un autre problème qui m'a sauté aux yeux récemment, et c'est amusant parce que ça, c'est un scan du Point, 9 chefs d'État de l'Europe occidentale, donc de l'Union européenne, dans les pays, les poids lourds de l'Union européenne, sont sans enfants. Comment voulez-vous que ces gens-là nous représentent ? Il est impossible. Oui ? Alors, Charles Michel, il est mentionné là, en effet. Voilà, bon, on a Louis Michel au Parlement européen, mais enfin, bon, et merci de la correction, c'est tout à fait exact. Donc voilà, vous avez un panorama qui indique quand même que intégrer la reconnaissance de la mère et du travail non marchand dans les politiques est assez compliqué. Alors, un autre phénomène dont on a parlé, pour commencer avec Hélène, vous allez hurler, hein. Femmes et stress.
Ça ne vous fait pas hurler jusque-là. Donc Hélène l'a mentionné, le burn-out maternel, mais aussi le burn-out tout court, au sens où on n'en peut plus, ça pète de tous les sens. 25%, les femmes sont particulièrement exposées au burn-out. Sachez-le, les jeunes femmes de 20 ans dans cette salle, il y a peu de moyens réels pour contingenter ce phénomène. La charge mentale est réelle. Quand on a à notre époque, quand on a 2, 3, 4 enfants et un job, c'est compliqué. Que l'on soit à la maison ou pas, d'ailleurs, parce qu'on nous présente très souvent le télétravail comme une panacée, et pour l'avoir fait, je peux vous assurer que la discipline doit être rigoureuse, pour ne pas tomber dans les mêmes écueils que celle qui fait une demi-heure de métro pour aller au bureau. Alors, 25% donc des femmes qui travaillent souffrent de symptômes de stress chronique, et l'OMS l'a reconnu, contre 12% chez les hommes. C'est une étude australienne qui a été publiée dans un Women's Agenda, qui est vraiment le féminisme parfait européen. C'est une étude de 2017. Je crois que la perfection, dont nous avons beaucoup parlé, le perfectionnisme, pardon, c'est un isme, hein, on est bien d'accord, le perfectionnisme dont nous faisons preuve très souvent, mesdames, sans tomber dans le stéréotype de genre, est quand même pour partie responsable. Le mari qui aide à couper la tomate et qui la coupe en quart, tandis qu'il faut la couper en rondelles, demandez à mon mari qui est assis ici, je lui fais le coup tout le temps. Voilà. Donc, voilà. Il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher. C'est évident, il faut lâcher. Les enfants ne sont pas impeccablement habillés, c'est pas grave. Ils ont oublié leur goûter, et ben c'est pas grave, il y aura toujours bien un petit copain. Voilà. En revanche, une femme d'affaires éminente, que je ne citerai pas ici, me dit, mais moi quand j'ai un problème avec un enfant, il n'y a pas de problème, j'ai mon tableau Excel, je sors les babysitters l'une après l'autre, et en fonction de celles qui sont disponibles, je lui citais la situation, tu as un enfant qui part aux urgences, la nanny t'appelle en catastrophe parce que ton fils te réclame, il vient de se couper le doigt. Et elle me répond, il n'y a pas de problème, j'appelle une babysitter. Mais est-ce que c'est vraiment ça que l'enfant réclame ? Enfin, un dernier, pour parler de la femme aujourd'hui, pour donner ensuite on va rentrer dans la prospective, eh bien, les femmes aujourd'hui, ne pas reprendre le modèle masculin, c'est aussi la violence. Et là, je vais vous choquer terriblement, et j'en suis désolée, parce que certaines d'entre nous ont vécu de la violence conjugale ou du harcèlement professionnel et autres. Or, il se trouve que depuis 2009, l'Office national des délits se sont penchés sur cette question et ont commencé à référencer le nombre d'hommes qui faisaient état d'actes de violence physique ou sexuelle au sein même de leur foyer. Ça a abasourdi évidemment les commissariats de police qui ne croient pas et qui voient pourtant des hommes parfois couverts de contusions. J'en ai eu des exemples concrets autour de moi. Donc un tiers, donc 280 000 sur 660 000 femmes déclarées tous les ans en France. Ce sont des chiffres qui ne sont pas tout récents parce qu'ils datent de 2010. Mais figurez-vous que, en effet, les femmes meurent sous les coups de leur mari à raison de 1 jour sur 3 en France, et c'est un absolu scandale qu'il faut dénoncer. Mais figurez-vous aussi que la violence conjugale monte de la part des femmes. Je ne m'étendrai pas sur les raisons, j'ai un certain nombre de théories sur la question, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et puis ce ne seraient que des spéculations de ma part. Donc on va s'en tenir aux chiffres. Alors, un autre sujet qui fâche, le tout-contrôle, que l'on a évoqué depuis les années 60, mène à de réelles impasses. Et vous allez voir comment on peut arriver à contrer ceci sur le plan culturel et sur ce que l'on enseigne à nos enfants. Donc 230 000 avortements en France en 2013, 46 millions en 2008, dixit l'OMS, à travers le monde, un IVG pour 3 naissances. C'est quand même terrifiant. Heureusement qu'il y a des enfants dans cette salle. Ça me met mal à l'aise de citer ces chiffres-là. Une femme sur 2 aura recours à l'avortement, entre 15 ans et 49 ans. Les chiffres, la catégorie qui augmente le plus, figurez-vous, ce sont les 11-15 ans. Les grossesses par PMA. J'aurais dû commencer sur ce slide en présentant toutes mes excuses aux femmes qui sont passées par là. D'accord ? Donc, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour faire un état des lieux et pour expliquer comment des glissements possibles se sont produits.
Depuis 1978, 1,4 million d'enfants sont nés en Europe et presque 6 millions dans le monde. Donc c'est énorme, c'est une tendance à la hausse. En Belgique, on dénombre, je vis à Bruxelles, on dénombre presque 5% des naissances qui se font par fillette. Est-ce à dire que les femmes sont plus infertiles? Les études, dont une étude australienne à nouveau, qui dénonçait un certain nombre d'abus de la fécondation in vitro comme business, affirme et le démontre que l'infertilité avérée n'a pas augmenté depuis 20 ans en Europe. Alors, muni de cet état des lieux, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour 2030? Alors là, on rentre dans la partie un peu anxiogène, donc accrochez-vous. C'est de l'actualité, hein. Donc, hier j'étais sur un plateau de télé, on m'interviewait sur Weinstein et le multiviol et le cochon qui était ce patron de Miramax. Ensuite, on a parlé de la PMA pour tous. Enfin voilà, tout ce slide-là est complètement d'actualité pour la France. Au Parlement européen, la PMA sans père, elle a été adoptée il y a 3 ans. Dans une résolution non contraignante, mais tout de même, c'est un sujet que la Commission Femmes avait déjà adressé et considérait que c'était une absolue discrimination d'exclure l'accès à la fécondation in vitro aux couples de femmes. Commission Femmes et égalité de genre. La multiparentalité pour un polyamour, alors là, donc en Hollande, maintenant on se marie à 3 ou 4, au Brésil aussi. Alors, ce ne sont pas des mariages, pardon, ce sont des unions civiles. Mais ça veut dire partage de la parentalité, qui est un mot que je déteste. Excuse-moi Inès, mais vraiment, voilà, on est père ou on est mère, mais on n'est pas... Voilà. Ensuite, vous avez, je vais passer à ce point-là, sur le corps marché, la PMA sans père. Donc là, bon, vous avez tous compris, on dit la PMA pour toutes, c'est un abus de langage pour faire passer le fait que l'on ait des horribles archaïques quand on est contre. Le concept consiste à dire, c'est une rupture anthropologique, on crée des enfants délibérément sans père, et l'état civil fera état de deux mères, en négation du réel total, en déni total du réel. Allaitement masculin, vous avez une image que j'ai mal cadrée, mais donc des études ont démontré que la dopamine est inactive chez l'homme pour déclencher l'allaitement, mais que dans certains cas, ça avait été possible. Et donc ça devient une récrimination, ça devient une demande de l'homme. Alors, de l'homme, hein, excusez-moi, d'une infime proportion, d'une poignée de gens qui sont des activistes, on s'entend. Hein. Des embryons à vendre, l'utérus artificiel. Alors, vous avez beaucoup parlé de Thermomix, ça me fait assez rire parce que j'ai été piquée cette image chez Alliance Vita et ça dit c'est un utérus artificiel, c'est comme le Thermomix. Une fois que tu en as un, tu ne peux plus t'en passer. Et dedans, il y a quoi? Des bébés. Ok. Si c'est ça qu'on veut, alors qu'on est effectivement nous-mêmes un réceptacle, on en a beaucoup parlé, le réceptacle qui doit être rempli de façon à déborder pour notre fécondité propre, qu'elle soit physiologique ou bien spirituelle. Là, en effet, on est dans la négation. Alors, hier, pareil, on me disait, enfin, madame, le désenfantement du monde, vous voulez dire quoi dans votre livre Femme 2.0 ? Eh bien, je prétends qu'en fait, est-ce que ce serait l'obsolescence des fonctions reproductrices de la mère? Mais en fait, je prétends que c'est beaucoup plus que cela. C'est une perte totale d'identité féminine. Le cadre juridique à redéfinir ad hoc, filiation, naissance et mort. En fait, donc, dernièrement, même depuis, je crois qu'il y a eu un cas aux États-Unis en 85, un cas de divorce. Il y avait des embryons congelés. Et la question s'est posée au juge, et s'est remontée à la Cour suprême. L'embryon est-il un bien, une propriété ? Ou bien est-ce que l'on ne peut pas en disposer et donc les séparer entre les époux qui divorcent ? Donc sur le plan du cadre juridique qui est si cher à la Commission européenne et au Parlement européen, parce qu'on ne parle qu'en chiffres ou en droit, en cadre juridique, eh bien, sachant que l'éthique est fort dépassée, bien entendu, eh bien là, on va être obligé de redéfinir ce que c'est que la naissance. Quand on sort d'une machine, qu'est-ce qui se passe ? De la mort. Il va bien falloir qu'on écrive des contrats pour pouvoir dire on éteint la machine ou pas. On le voit déjà sur la gestation pour autrui, hein, la Thaïlande et la fameuse affaire Gami dont vous avez bien entendu parler. Bon, quelle est la définition de la naissance, la mort, la filiation, qui est le père, qui est la mère? On ne sait plus rien, on est obligé de réinventer des catégories de personnes. Et vous allez voir que ça va plus loin.
Parce qu'en fait, de catégorie de personnes... Ah non, pardon, alors je parle du bébé d'abord. Le bébé naturel. Naturel, c'est un mot qui est déjà éminemment suspect. Donc, l'état de nature, c'est quelque chose qui n'existe pas. Fabrice Adjadj en a longuement... Pardon, François-Xavier Bellamy en a longuement parlé. Moi, dans mon livre, je parle d'EGM, les embryons génétiquement modifiés. Une affiche a fait scandale. Ludovine de la Rochère était, il y a 3 jours, sur Europe 1, parce qu'on l'incriminait, d'ailleurs, je crois que je laisse ce slide, sur un slide, on l'incriminait d'avoir comparé des enfants. Voilà, vous voyez. Après les légumes OGM, les enfants à un seul parent. Voilà. Donc oui, l'enfant est devenu un matériau génétiquement modifiable, absolument. L'enfant a 3 parents. Derrière, il y a des justifications médicales de femmes qui ont des problèmes d'ADN mitochondriaque, mitochondrial, pardon, et pas hypochondriaque. Mais derrière, il y a toute une batterie de modifications génétiques que la Convention d'Oviedo condamnait donc dès 1995, mais qui a été largement piétinée par, bien entendu, tous les pays asiatiques et les États-Unis. Alors, le bébé à la carte, on peut choisir le sexe, l'épigénétique, la race, le QI. Enfin, aujourd'hui, il y a un effet d'annonce. Hein. Tout ceci n'est pas possible. Vous m'avez bien comprise. Mais c'est ce vers quoi on veut tendre. La suppression du handicap, là, là aussi, c'est une évidence. Un jour, un éminent professeur d'intelligence artificielle qui a monté plusieurs boîtes à succès, qui est aujourd'hui député, m'a dit la raison pour laquelle je n'ai jamais dévié, c'est parce que j'ai eu une petite fille qui est morte à 15 ans d'une maladie orpheline. Et elle m'a tout appris sur la vie. Et pourtant, je développe de l'intelligence artificielle avec tous les risques que nous connaissons aujourd'hui. Les innovations nanotechnologiques pour la fertilité, moi je l'aime beaucoup, c'est mon spermbot. Là, ce sont des nanomatériaux, 10 puissance moins 9 mètres, insérés, donc qui est une hélice qui entoure le spermatozoïde pour augmenter la motilité du spermatozoïde et afin de rentrer dans l'ovocyte et donc féconder l'ovocyte. Voilà. L'interaction psychosensorielle mère-enfant, je ne sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle Cris secrets d'enfant. C'est une merveille qui développe une version ajournée, si vous voulez, de Dolto sur le rapport in utero. Je vous conseille vivement sa lecture parce que cette interaction psychosensorielle, aujourd'hui, tout la nie, tout la met en échec. Et pourtant, c'est bien là que, dans sa première maison, l'enfant va se construire, même si ce mot a été fustigé tout à l'heure, mais va développer, va trouver son envol. Et puis, donc, la course à l'amélioration humaine. Dernièrement, nous avons lutté contre un rapport, et nous allons voir ça sur ce slide-là, sur la robotique, sur un rapport qui concernait, au Parlement européen, les règles civiles de la robotique et de l'intelligence artificielle. Vous allez me demander ce que ça a à voir avec mon sujet. Eh bien, ça a tout à voir, en fait. Pourquoi ? Parce que la personnalité juridique, nous avons parlé des courants spécistes et antispécistes dernièrement, en fait, le transhumaniste, donc, que nous avons mentionné à travers cette petite phrase « amélioration humaine », cherche à souffrir moins, mourir moins, vieillir moins et mourir moins. Et tout sera bon pour aller dans ce sens-là. Alors, la robotique permet de gérer en parallèle, quand on donne la personnalité juridique ou pas d'ailleurs, des êtres humains naturels, comme vous et moi, contingentés par leurs limites de QI, de capacité de concentration, d'intelligence et d'histoire et de blessures et tout ce que l'on peut imaginer, et puis des personnes augmentées, qu'on va appeler dans le temps, qu'on peut appeler des cyborgs, par exemple. Bon. Jusque-là, ça va. Sauf que là, vous avez Sophia. Là, la jolie petite femme, là, c'est un androïde. D'ailleurs, vous remarquerez très souvent que tous les robots ont des figures féminines, ou vraiment des caractéristiques soit ludiques, soit de l'ordre du Lego, soit féminin. Pourquoi ? Parce qu'on exploite l'empathie. Hein ? Cette femme, elle vous dit « Hi, I'm Sophia ». Alors, je ne vous ai pas mis les vidéos. J'aimerais beaucoup, et puis il y a tout un blabla sur ce qu'elle peut faire, sur « apprenez-moi des choses ». J'aime beaucoup l'interaction avec les autres et je voudrais que vous soyez gentil avec moi de façon à ce que moi-même je puisse devenir gentille. Voilà.
Donc ce sont des robots auto-apprenants, des intelligences artificielles extraordinairement poussées. Moi, je suis baba d'admiration devant, étant assez technophile, baba d'admiration devant le niveau d'inventivité de l'homme, mais aussi des dangers que cela, mais aussi conscient des dangers. Et elle finit sa petite phrase, alors c'est une boutade, bien sûr, il y a son concepteur à côté, mais elle finit ses boutades par « J'aimerais bien avoir ma propre famille, mais ça n'est pas encore permis, je n'en ai pas encore le droit ». Là, vous avez donc un bébé qui porte un enfant, et surtout Buddy, là, le petit Buddy, qui est une société française, ça vaut 600 €. Alors après, le Thermomix, ça coûte beaucoup moins cher, vous pouvez même en acheter 2 pour un Thermomix. Buddy, il vous permet de quoi? Il vous permet d'observer l'environnement, de vérifier que les enfants ne vont pas se casser la figure. Il va vous permettre de faire, puisque vous n'avez pas le temps, et que vous gagnez des sous, de jouer aux échecs avec votre fils, parce que les échecs, ça développe l'intellect, et donc pour être en compétition avec les petits Coréens, il va falloir y aller. Donc, voilà, vous faites jouer aux échecs, et alors à terme, le concepteur français vous dit, eh bien, Buddy, à terme, pourra emmener les enfants à l'école, prendre la température, administrer des médicaments. Alors, je ne vous dis pas que ce soit pas extraordinaire d'être suppléé par un petit robot, et que de temps en temps, effectivement, on serait content de ne pas être réveillé la nuit, mais je questionne quand même la nature de l'interaction et de la relation, du psychisme que l'on développe chez l'enfant quand il est en relation avec un robot. Je vous prendrai un autre exemple après. Roxy, le robot sexuel. Alors celui-là, il est costaud. Allez-y, vous aviez parlé de Sibien tout à l'heure. Alors là, moi, le robot sexuel, il est pas mal. Une société qui s'appelle True Companion. Alors vraiment, le vrai compagnon, là, c'est vraiment génial. Il a été développé, il a 5 avatars, dont un qui s'appelle Frigide, et qui permet de résister aux avances sexuelles. Et donc, en fait, il est conçu pour être violé, ce robot. Alors c'est la version V2 de la poupée gonflable, mais ce robot sexuel, eh bien, ils ont été sommés de le retirer du marché. Enfin, en tout cas, ça a créé une énorme polémique aux États-Unis, et la justification des développeurs a été parce qu'évidemment, la question qui a été posée, mais du coup, vous décriminalisez le viol et la pédophilie à terme en faisant cela. Et la société a répondu oui mais non, parce qu'en fait ce que l'on apprend en faisant ça, c'est qu'il faut rentrer dans l'intimité des gens en douceur, et qu'il y a un certain nombre de codes qu'il ne faut pas... Enfin, vous voyez, le blabla. Donc on est vers une empathie artificielle. On est... quel type d'humanisme en fait? La question fondamentale, c'est quel type d'humanisme? Et comme vous pouvez le constater, j'ai choisi délibérément des exemples de femmes, parce que je pense que la femme a particulièrement à souffrir et à perdre dans ces nouvelles technologies. Alors un exemple qui est là aussi, qui pourrait être aussi bien, qui pourrait concerner aussi bien les hommes que les femmes, mais le synapsil, c'est le Viagra du cerveau. Donc ça veut dire vous multipliez par 2 votre QI et par 3 votre capacité de concentration. Ça a été testé par Bill Gates, alors tout va bien. Toute la côte est américaine l'utilise. Le deep brain stimulation, il y en a même qui disent le synapsil, ça suffit pas, j'ai vraiment besoin d'être efficace 21 heures par jour, à fond. Voire déjeuner, ça ne m'intéresse pas, et on les voit bien. On a vécu aux États-Unis longuement, et on les voit bien. Il y a toujours la pizza la pizza d'il y a 24 heures qui traîne sur le bord du bureau. Eh bien, je vais me faire un implant cérébral qui normalement sert à soigner les malades de Parkinson, mais non, mais là, il s'agit plutôt de stimuler ma capacité de concentration de façon à devenir le meilleur. Donc là, on va dans le sens d'un cerveau qui n'est plus sexué. Les neurobiologistes, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, les neurobiologistes, si on en a parlé à la faveur dans le contexte de l'idéologie nazie, qui cherchait à démontrer que l'ADN était une fiction et que ce donné naturel était absolument anti-révolutionnaire. Et bien là, c'est pareil. Le cerveau, beaucoup d'études vont dans le sens de la sexuation de notre cerveau. Vous savez que toutes nos cellules sont sexuées, mais aussi notre cerveau. Et puis vous avez une Israélienne extrêmement brillante qui a animé un TEDx, Daphne Joel, et qui explique que finalement le cerveau, avec un coup d'adrénaline, peut snapper, peut passer du masculin au féminin, indifféremment. Et tout ça plusieurs fois par journée. Justification de l'identité de genre, parfaite, mais aussi... Qu'est-ce qui fait de nous un homme et une femme? Plus rien. La relation avec l'adolescent.
Pourquoi c'est intéressant de parler de ça dans le contexte de la robotique et des enfants augmentés? Si nos enfants sont beaucoup plus intelligents que nous serons des grands chimpanzés, des grandes guenons, mesdames. Ils ont déjà des difficultés avec la relation intergénérationnelle, avec l'autorité. Hein, c'est déjà devenu compliqué. L'école leur a bien appris que le maître n'était pas un maître, qu'il fallait désapprendre. Merci Rousseau. Voilà, François-Xavier Bellamy expliquera ça beaucoup mieux que moi. Et a expliqué ça, pardon, beaucoup mieux que moi. Mais là, je pense qu'il y a un vrai questionnement sur le technologisme dans lequel nous vivons. Je ne dis pas qu'il faille que nos enfants soient idiots, bien entendu, mais je dis simplement, méfions-nous, si on laisse glisser une technologie non éthique, on va se retrouver avec des rapports intergénérationnels absolument ingérables. La domotique, je ne sais plus qui en parlait aussi, vous imaginez, vous êtes dans cette pièce, il y a des intelligences artificielles partout. C'est la chambre de votre fille qui a 14 ans, elle est en plein bousculement hormonal, rien ne va plus entre vous, enfin bref, ses culottes traînent partout, bref, c'est l'émeute. Eh bien, j'ai pas de fille d'ailleurs, mais je pourrais vous faire la même chose avec un garçon, mais c'est particulièrement parlant. Les intelligences artificielles qui vous entourent ont détecté, par reconnaissance faciale, et puis parce qu'ils ont appris à la connaître, qu'elle ne va pas bien. Elle rentre de l'école et elle est en larmes. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire, ce robot? Eh bien, cette intelligence artificielle, pardon, il va allumer le programme de télé qu'elle adore et son jingle qu'elle adore. Et là, je pose la question, est-ce qu'il vaut mieux une bonne domotique ou une maman qui ouvre les bras et qui dit « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie, aujourd'hui? Et si tu n'as pas envie de parler, viens juste prendre un câlin. » Alors, pour conclure, 3 slides, j'ai plus que 0 minute, alors on va les faire, voilà. Ça va être un peu chaud. Entrée en résistance, les clés d'un nouveau féminisme. Alors, mon site s'appelle Woman Attitude, égalité en droit et en dignité, mais aussi complémentarité et altérité. On devrait changer les frontispices de nos monuments nationaux. Je voudrais juste, vraiment brièvement, vous parler d'Edith Stein. Edith Stein, que vous connaissez probablement sous ce nom-là, ou Bénédicte de la Croix, qui a été béatifiée par Benoît XVI. Benoît XVI ou Jean-Paul II, je ne sais plus. A développé en 3 ans des conférences, après avoir été phénoménologue auprès de Husserl, pendant 3 ans, des conférences sur la femme, exceptionnelles. Elle dit, je vais les résumer, ce sont des sommes, hein, donc vous m'excuserez, c'est grossier ce que je vais vous dire. Elle dit, première chose, une femme, une fille, pour qu'elle se développe et qu'elle comprenne bien quel est son être femme, c'est ce qu'elle appelle l'être femme, et j'aime énormément cette expression, il faut qu'elle ait un bon modèle maternel. Alors, ne vous méprenez pas, ça ne veut pas dire qu'il faille que nous soyons parfaites. D'accord ? Ça veut dire que cette identité maternelle soit bien habitée par chacune d'entre nous. C'est pour ça que cette journée était vitale. Ensuite, elle dit, il faut que je choisisse, avant même de choisir mes études, mon état de vie, qu'elle dénombre à 3. 1, je désire être épouse et mère. 2, je désire être célibataire dans le monde, avec toute la fécondité que cela suppose, et nous en connaissons tous. Ou 3, je désire être célibataire consacré. Et là, je ne fais pas de commentaire parce que la fécondité est une évidence pour moi. Cet état de vie précède le choix de la profession. Mais pour Edith Stein, nous sommes, à nouveau, je vous remets ça dans le contexte, en 1932, donc les lois sur la parité, autant vous dire qu'on n'y était pas. Hein. Eh bien, Edith Stein dit, la femme peut faire tous les métiers qu'elle veut. Tous, sans exception, à condition qu'ayant répondu à cette question, quel est l'état de vie dans lequel je veux être? Et c'est une question qui n'est pas facile, j'en conviens. Eh bien, à ce moment-là, il faut que je fasse ça en respect, en regard de ce choix de vie que je désire faire. Et donc, ma profession va s'y ajuster, et non l'inverse. Se former en continu, elle dit ça aussi, elle dit les femmes ont une propension, alors excusez-moi, ça va vous faire hurler, à être assez irrationnelles et souvent dans l'émotionnel. Moi, pour ce qui me concerne, c'est tout à fait vrai. Et
elle dit « Laissez-vous aider, en particulier par des hommes, à vous former ». Et à l'époque, on est en 32, je vous répète, elle parlait de la grammaire, de la philosophie et de... grammaire et philosophie sont les deux exemples qui me viennent. Rentrer dans la rationalité. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire même au foyer. Et même surtout au foyer, j'allais dire, en réalité. Parce que souvent en entreprise, c'est un peu la course aux chiffres, c'est la course à l'immédiateté. Donc voilà. Et là, je rajoute un dernier point qui n'est pas d'Edith Stein, mais qui est de Jean-Paul II. Aucun programme de parité, homme-femme, ne compensera jamais toutes les énergies consumées par la femme, par son corps et son psychisme dans le don de la vie. Entrer en résistance, c'est... Vous ne m'aurez pas, Guillaume. Je finis ce slide. Et ça tombe bien, ça ne marche plus. OK. Vous l'avez fait exprès, hein? Tac. Non, toujours pas. C'est bizarre. Voilà. Entrer en résistance, prendre le temps. Prendre le temps. On en a beaucoup parlé du rapport au temps. Mais le temps, c'est aussi, rappelez-vous bien, nous sommes des êtres... la femme, ce que la société veut faire de nous, c'est un être sans genre, sans sexe, j'utilise le vocabulaire donc je vous traduis, asexué, des êtres marchands qui consomment à gogo, y compris du planning familial, et qui est un acteur à la valeur ajoutée. Et bien pour cela, pour rentrer en résistance contre cela, une des bonnes méthodes, me semble-t-il, je ne suis pas la seule à l'avoir dite, parce que Judge, dans l'aubaine d'être né dans ce temps, le dit très très bien, il y a le temps de la fécondité, et vous l'avez déjà mentionné. Moi, les pilules sans menstruation pendant 6 mois, ça me pose un problème. Je pense que la cyclicité de la femme s'illustre, se vit au quotidien. Même si c'est parfois barbant, on est bien d'accord. Le temps physique et psychique de la maternité, les 9 mois, quand grâce au Thermomix ou à la GPA, ils passeront à un clic sur votre site internet pour commander le bébé qui vous convient, ou bien 9 mois dans le Thermomix, eh bien tous ces 9 mois d'apprentissage, d'appropriation, de changement profond qui se passe en nous, ne sera plus du temps donné. Luttons pour cela. Apprécions cette maternité. Le temps de l'éducation des enfants, le don de soi, là c'est typiquement, c'est la maman qui est là. Et moi, j'ai un enfant qui me l'a dit encore il y a 2 jours, je vous jure que c'est vrai. Maman, c'est tellement sympa quand tu es là à 5 heures. Beaucoup de mes copains n'ont pas cette joie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il faut poser son téléphone, hein. C'est-à-dire que quand les enfants sortent de l'école, eh bien, on peut se donner comme règle, c'est difficile à faire, mais dire de 5 à 8, je ne réponds pas au téléphone. L'organisation de la journée de la mère, l'ordo caritatis, alors là aussi, donc c'est tiré de la règle de Saint-Benoît, c'est une extrapolation pour la mère de famille. Qu'est-ce que je fais en premier dans ma journée? Alors pour ce qui me concerne, mais ça ne concernera pas forcément tout le monde, il est important pour moi de mettre Dieu en premier dans ma journée. Je ne le fais pas toujours, mais voilà. Deuxième élément, je m'occupe de moi. Vous avez parlé du réceptacle qui doit déborder. Pour cela, il faut qu'il soit plein. Donc je m'occupe de moi. Je prends le temps de me maquiller et de prendre un bon petit-déj, ne serait-ce que ça. Ou de faire mes poses de yoga préférées. J'ai horreur du yoga. Ensuite, je m'occupe de mon mari avant de m'occuper de mes enfants. La femme est consumée par ça, consumée par sa maternité. Mais elle est en interdépendance fondamentale avec la personne avec laquelle elle vit. Fondamentale. Donc le mari, puis les enfants, et puis enfin la vie professionnelle. Et s'il reste du temps, ce qui vous fait certainement rire, eh bien l'interaction avec la vie en société. Je la fais à la Fabrice Adjadj, je continue. C'est mon dernier slide. Le retour au réel. Là aussi, il en a beaucoup parlé, lui aussi. Les GSM, la tablette, pas dans la chambre. Pas dans la chambre. Facebook, très modérément. Discernons, discernons, discernons. Réfléchissons à comment nous passons notre temps. Pour ce qui concerne les technologies, tout ce qui vous est proposé quand c'est de la réparation
de quelque chose qui est de l'ordre de la maladie, oui, 100% oui, à fond, on aime. L'homme est inventif, l'homme est créatif, et l'homme est extraordinaire dans ses capacités de développement technologique. En revanche, l'augmentation, jusqu'où allons-nous ? La fertilité technologique, l'écologie humaine, la réponse c'est l'écologie humaine. Est-ce que la traçabilité que désire l'enfant sur cette image, c'est une vache, en fait on le voit mal, c'est une vache, mais on trace les vaches et les enfants, on sait même pas. J'ai écrit un article dans le Figaro qui s'appelait l'ubérisation de la procréation. Est-ce que c'est pas un peu ça dans lequel nous sommes aujourd'hui ? Et puis la femme n'étant pas autonome, n'étant pas un nomade, je voudrais finir cette présentation en remerciant les hommes, ceux de cette salle, ceux de ma famille, et tous les hommes qui dans votre vie ont été des piliers, ont été des soutiens, ont été des gens qui vous ont encouragés. Voilà, soyez remerciés pour tout cela. Merci beaucoup Laetitia. Merci beaucoup Laetitia pour cette intervention conclusive. Je demande à Pascal de venir me rejoindre pour les remerciements. Voilà, ce grand colloque, le premier du nom, peut-être le premier d'une longue série. Colloque pour nous faire réfléchir et ensuite nous aider, chacun d'entre nous, à changer nos vies, nous engager. Pascal, c'est à vous. Bon, je vais faire très vite parce que je sais qu'il faut qu'on libère l'amphi. Mais évidemment, un immense merci à tous nos participants. Merci infiniment. Enfin, à tous nos participants, pardon. À nos intervenants, pardon, excusez-moi. Et puis merci à toi, Guilhem, d'avoir animé cette journée. Ouais. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes de l'école militaire qui nous ont reçus avec vraiment beaucoup de gentillesse. Le commissaire Tuzé-Henrès, Madame Lacoste de Laval, le capitaine Saint-Paul, Madame Mironnet, son assistante, l'équipe technique de l'amphi, Monsieur De Vries, Monsieur Coulot, Monsieur Roland, Monsieur Hervaux, merci mille fois. Le lieutenant de vaisseau, le Gourierès qui nous a accueillis ce matin. Merci vraiment à tous. Et merci à Sarah, qui est la porte-parole de tous les bénévoles qui ont travaillé dans l'ombre. Il y en a beaucoup et qui ont été formidables. C'est un vrai sujet de société qui nous a rassemblés aujourd'hui et voyons-le comme un sursaut d'une vie meilleure. Il n'y a pas de réponse unique pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Savoir se détacher du regard des autres, trouver sa propre formule, repenser sa vie en plan séquence, rechercher l'excellence dans une manière d'être plutôt que dans le faire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de faire ces choix, mais quelle que soit votre vie, vous êtes irremplaçables. Vous, les mères de famille, vous êtes privilégiés, car vous avez la responsabilité des acteurs du monde de demain. J'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit « Si les femmes baissent les bras, le monde s'écroule ». Alors, repartons avec espoir, assumons nos choix, ayons confiance en notre mission pour construire ce monde de demain que nous voulons. Et c'est en accueillant la diversité, en restant solidaires les unes des autres, que nous aurons la possibilité de faire évoluer ces mentalités et d'obtenir le droit et les moyens de vivre selon nos choix. Pour conclure, je vais citer Gandhi. « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Alors, merci de votre enthousiasme, bon vent, et restez en contact avec nous. Ici, hein.